tous. Je suis contente de vous accueillir pour cette 8e web visio sur l'agropâturage des ovins. Je laisse la parole à ma collègue Aline Rouleau qui va vous présenter donc l'agropâturage des ovins. Donc, bonjour à tous. Pour me présenter, moi je suis Aline Rouleau, je suis la conseillère au vin à la Chambre d'agriculture des Ardennes. Mes missions sont principalement d'accompagner les éleveurs au vin sur le département des Ardennes, notamment avec le suivi de fermes, de réseaux de référence et le contrôle de performance au vin également. Donc moi je vais vous parler de l'agropâturage et de l'éco-pâturage en élevage ovin. Déjà, il y a deux définitions dans ce thème-là qui ne sont pas forcément opposées, on le verra par la suite, mais qui en tout cas sont des activités qui sont quand même assez distinctes, notamment au niveau de la production agricole en tant que telle. Alors, si on veut donner une définition à l'agropâturage, ça va correspondre à un pâturage des surfaces avec des productions agricoles, c'est-à-dire sur des surfaces qui ont un potentiel agronomique minimum, on va dire, et qui sont des surfaces additionnelles de l'exploitation, donc qui sont en dehors de l'exploitation détenue par les animaux, où sont détenus les animaux. Pardon. Et avec des animaux productifs, donc c'est-à-dire avec des animaux qui reproduisent, que ce soit pour des agneaux de boucherie ou pour de la production laitière éventuellement. Et de l'autre côté, on a l'éco-pâturage. L'éco-pâturage qui se définit plutôt comme du pâturage pour de l'entretien paysager. Alors avec ou sans production agricole, plutôt sans production agricole. Rien n'empêche qu'une exploitation fasse à la fois de l'agropâturage et de l'éco-pâturage. Mais l'éco-pâturage est aussi une activité qui est pratiquée par des structures qui ont des élevages, mais qui n'ont pas forcément de production autre derrière. C'est-à-dire que c'est de la prestation d'entretien. Donc, c'est ce que je mets juste ensuite. Il y a un contrat de prestation qui est établi avec l'entreprise, par exemple, où vont aller pâturer les animaux. Souvent, les surfaces, le potentiel agronomique de ces surfaces-là, alors ça va être assez hétérogène. Globalement, c'est des surfaces qui sont habituellement fauchées, tondues ou broyées donc, par des entreprises d'entretien paysager. En tout cas, ce n'est pas des surfaces qui sont destinées à de l'agriculture, à de la production, et avec des animaux qui peuvent ne pas être productifs, donc il n'y a pas de production de lait et pas de production de viande. Notamment, l'éco-pâturage est beaucoup pratiqué avec des races très rustiques, voire des petites races ou des races locales. Et derrière, il peut y avoir un élevage avec reproduction ou bien ça peut être simplement avoir des animaux pour faire de l'entretien. Alors l'avantage que ce soit des deux pratiques, de l'une ou l'autre, c'est qu'avec la brebis, le pâturage est possible toute l'année. Hein. C'est un animal qui est de petite taille, qui ne dégrade pas les parcelles. Et donc, c'est-à-dire que c'est un animal qui peut pâturer l'automne, l'hiver, même sur des parcelles qui supporteraient pas des bovins. Avec les brebis, ça pose pas de problème. C'est aussi un animal qui s'adapte à de multiples couverts. Alors, on va le voir un petit peu par la suite. Et il y a un certain nombre de témoignages d'éleveurs. Les brebis peuvent pâturer, bien sûr, les prairies au printemps et à l'été, mais aussi plein d'autres surfaces, que ce soit des repousses de céréales, que ce soit des intercultures, que ce soit des pâturages qui sont destinés aux bovins le reste de l'année, qui peuvent être pâturés par les moutons à l'automne et à l'hiver. Donc la brebis mange et valorise tous ces couverts-là. Et c'est aussi un animal qui s'adapte aux conditions climatiques, puisque en fait, le niveau de bien-être des animaux, on a quand même une amplitude de température qui est assez large, quoi. Donc c'est vraiment l'avantage d'un petit animal. Alors c'est vrai que là, je vais parler spécialement des ovins. Le thème était aussi sur le caprin, mais ça peut facilement se transposer. On a les mêmes caractéristiques, que ce soit en ovin ou en caprin, sur la capacité de l'animal à s'adapter et aussi à pouvoir valoriser des multiples surfaces, quoi. Donc les avantages, je l'ai dit, c'est pas de dégradation des parcelles.
On peut aussi citer la lutte contre les bioagresseurs et les adventices en culture. L'apport de matières organiques, notamment sur des surfaces qui ne sont pas fertilisées habituellement ou en complément d'une fertilisation qui est apportée en amont. Ça permet d'améliorer la qualité du couvert, alors pas au bout de la première année, mais au bout de quelques années de pâturage, sur des surfaces notamment qui ont été fauchées pendant des années et des années. Le retour du pâturage permet voilà, d'améliorer la qualité de la prairie, de revoir les légumineuses reprendre un petit peu de place au niveau du couvert. Et ça ne pénalise pas les repousses d'herbes au printemps. Alors là, je parle plutôt de pâturage hivernal. Bien sûr, il y a un petit délai de repos à respecter pour que les repousses d'herbes soient de qualité au printemps. Donc on parle d'environ 2 mois entre la sortie des brebis sur une parcelle avant la mise en parcelle des animaux d'ensuite, ou que ce soit au mois de mars ou en avril. Les points de vigilance, parce que si ça était tout rose, ça serait génial, mais il y a quand même quelques petits points importants à citer. Alors, c'est la pose et la dépose de clôture. C'est un temps à passer qui est certainement différent, en fait. On le verra aussi dans les témoignages. Après, il y a aussi un certain nombre d'équipements qui existent pour la pose et la dépose des clôtures. Je pense notamment au quad, avec un équipement Speeder Pack. On verra une photo tout à l'heure. Ça permet une pose très très rapide des clôtures. Et après, c'est un temps de travail qui peut être un petit peu modifié parce qu'effectivement, quand on a des brebis qui sont en pâturage, par exemple à l'hiver, et ben, plutôt que de passer le temps à donner à manger, à pailler le matin, et ben, le temps va plutôt être consacré à éventuellement changer les animaux de parc, à poser des nouvelles clôtures ou à les enlever, quoi. Il faut bien sûr adapter le chargement. On n'a pas du tout sur le même chargement au printemps que quand on est sur une interculture ou sur un pâturage hivernal. Donc, il faut toujours veiller à ça. Après, le chargement va aussi dépendre du temps où on veut mettre les animaux sur la parcelle, notamment pour les intercultures. On peut avoir des chargements qui soient très élevés, mais du coup sur des très courtes périodes. Tout dépend après ce qu'on recherche comme objectif. Laisser un temps de repos à la prairie, donc pour encourager les repousses au printemps, laisser une période où il n'y a pas d'animaux qui pâturent pour permettre à la prairie de bien reprendre avant le printemps. Et l'objectif aussi, c'est, alors quand on parle là, justement de surface additionnelle, donc il faut qu'il y ait un compromis qui soit fait entre l'éleveur qui détient les brebis et puis celui qui accueille, si c'est un autre éleveur ou si c'est une entreprise. Il faut que les deux puissent pouvoir tirer un bénéfice de cet accord-là. Donc, le point de vigilance, c'est voilà, de toujours veiller à ce qu'il y ait un accord gagnant-gagnant entre les deux parties quand il y a un pâturage comme ça extérieur. Alors, les surfaces additionnelles pâturables, en fait, il y en a plein possibles. Il y a bien sûr les prairies en saison de pâturage, bon ça c'est classique. Les prairies qui sont destinées aux bovins, alors que ce soit sur des exploitations mixtes où il y a des bovins et des ovins, ou sur des exploitations où il n'y a que du mouton, qui peut très bien aller pâturer chez son voisin qui lui n'a que des bovins et ces surfaces au mois de novembre à mars, finalement elles ne sont pas valorisées et pourtant il y a quand même de l'herbe qui est encore disponible, parfois même encore des pousses pendant l'automne. Les intercultures et les repousses de colza, les cultures fourragères porte-graines. Alors ça, c'est une pratique qui est notamment faite dans la Marne, mais qui se rapproche assez d'une gestion d'une prairie temporaire, en fait. Les luzernes et les betteraves, donc là, pour un pâturage à l'automne-hiver. Les pousses de céréales ou les repousses de colza ou le pâturage de colza, plutôt que d'utiliser un régulateur. On peut aussi mettre des brebis à ce moment-là. Et la veine pâture, en fait, c'est un terme qui est utilisé dans les Vosges pour définir justement des troupeaux ovins qui vont pâturer chez des voisins, plutôt des voisins qui ont des bovins. Voilà, donc c'est un terme un petit peu spécifique. Donc il y a ces surfaces-là qui globalement vont plutôt être des surfaces assez productives avec des quantités de matière sèche disponibles à l'hectare qui peuvent être relativement importantes. Et on a aussi d'autres surfaces additionnelles qui peuvent être pâturées. Les camps militaires, on a plusieurs camps militaires dans la région. Il y en a notamment un qui est
qui est très pâturé. Il fait partie des témoignages qu'on verra ensuite. Il y a des propriétés industrielles ou privées, hein, donc des abords d'entreprises, par exemple, des bords de route, des surfaces communales, des vergers et des vignes, des centrales de panneaux photovoltaïques au sol et des estives. Donc là, c'est vraiment du pastoralisme en tant que tel, qui n'est pas forcément très, très pratiqué dans nos régions, mais qui est un petit peu dans les Vosges notamment. Et sur ces surfaces-là qui sont en rouge, en opposition à celles qui sont en bleu, c'est là où il va y avoir une très grande hétérogénéité de potentiel agronomique des surfaces. C'est souvent des surfaces qui n'ont jamais été fertilisées, qui n'ont jamais été pâturées. Et voilà, on n'attend pas de grosses quantités de matière sèche à l'hectare sur des surfaces comme celle-ci. Alors, la question qu'on peut se poser avant de parler de l'intérêt pour l'éleveur et de l'intérêt écologique, c'est au niveau du bien-être animal. Parce que, en fait, un animal qui va être dehors, notamment là, on va parler pas mal de pâturage à l'automne et à l'hiver, c'est un animal qui va être visible par tout le monde et chacun a ses propres sensibilités. Hein, donc, il faut avoir en tête qu'on n'a pas, dans le milieu agricole, on a une vision des choses au niveau de l'animal. Le grand public peut en avoir une autre. Il y a plusieurs critères qui permettent de définir le niveau de bien-être de l'animal. Alors, si on regarde la température, j'en parlais au tout début. Par exemple, pour les brebis, donc la zone de confort se situe entre moins 8 degrés et 23 degrés. Et puis pour les agneaux, on est entre moins 5 et 30 degrés. Donc, en fait, on a déjà une très grande amplitude au niveau des températures. Les animaux se portent très bien dans ces fourchettes-là. Donc ça peut répondre à la question le froid, les intempéries. Les intempéries, ça peut être aussi de mettre en place des abris. Alors, ce soit des abris naturels, hein, des petits bosquets, des haies qui permettent d'abriter un peu les animaux par vent ou par pluie. Au niveau de la neige, ça ne pose pas de problème en tant que tel pour les brebis, puisqu'elles arrivent à aller gratter l'herbe en dessous de la neige. Alors, tout dépend de l'épaisseur de la neige. Des fois, ça peut nécessiter un affouragement, mais globalement, c'est un animal qui est très résistant, notamment au froid. Alors, un autre point qui peut être abordé, c'est la prédation sur des animaux qui sont dehors toute l'année. Alors la prédation, il peut y avoir le loup, bien sûr. On a eu quelques cas dans les Ardennes. C'est beaucoup plus localisé sur la Lorraine. Mais il peut aussi y avoir la prédation par les renards, par exemple, surtout pour des jeunes agneaux, et aussi les corbeaux qui peuvent s'attaquer à des tout jeunes agneaux. Donc il y a ce risque-là quand on a des animaux dehors. Après, voilà, il faut aussi prévoir les périodes d'agnellage en fonction de ce risque-là. Les jeunes animaux, voire les agnellages, c'est un petit peu compliqué d'envisager des agnellages dehors, par exemple, ou de mettre des agneaux dehors au mois de janvier, même si on serait entre moins 5 et 30 degrés, par exemple. C'est un petit peu compliqué quand même dans l'esprit du grand public. Donc ça va être un point de vigilance quand même assez important de plutôt mettre des animaux adultes, donc des animaux qui sont à n'importe quel stade physiologique, mais pas prêts à agneller ou dans l'agnellage ou pendant l'agnellage. L'état corporel des animaux qui va être là aussi un point important pour le bien-être animal, de mettre en pâture des animaux qui soient en bon état. Notamment pour les surfaces qui sont en éco-pâturage, qui sont d'autant plus visibles puisqu'on est souvent en périphérie des villes. Il faut être vraiment très vigilant à ça. L'humidité de la laine, alors là un petit mot là-dessus, c'est qu'il y a une étude qui a été menée au CIRPO, donc une ferme expérimentale au vin en Haute-Vienne, où ils avaient fait des mesures de taux d'humidité de la laine pour le pâturage des brebis à l'automne. Donc en fait, il y a une mesure qui est faite en surface de la laine qui était de 100% puisqu'il y avait eu la pluie quelques jours auparavant et donc la laine en surface était mouillée. Mais par contre, la seconde mesure qui est faite en fait au ras de la peau de la brebis montrait qu'il n'y avait aucune humidité à cet endroit-là. Donc en fait, la laine fait aussi isolant et même avec la pluie, voilà, ça ne transperce pas l'épaisseur de laine. Et donc les animaux sont bien même s'il y a de la pluie.
Le parasitisme, alors c'est très connu au moment du printemps. On est très vigilant à ce moment-là parce qu'on sait que c'est la période de risque la plus importante. Voilà, il faut avoir en tête qu'il y a quand même encore une partie de parasitisme possible aux autres périodes de l'année. Et contrairement à la pâture, quand on est sur des surfaces de culture ou d'interculture, là pour le coup on n'a aucun risque du parasitisme, donc c'est plutôt un point positif. Et les modalités d'abreuvement, parce que toutes les parcelles n'ont pas forcément de point d'eau quand on met les animaux comme ça sur des surfaces additionnelles de l'exploitation. À certaines périodes de l'année, il faut vraiment apporter un abreuvement aux animaux et s'assurer qu'il y a un point d'eau qui soit d'un débit convenable. Après, il y a d'autres périodes de l'année, comme l'automne, l'hiver, où l'humidité présente dans le couvert permet aussi d'abreuver les animaux. Et là, on n'a pas forcément toujours besoin d'un point d'eau à rajouter. Alors, pour poursuivre, je pensais que c'était mieux de prendre l'exemple de témoignages d'éleveurs. Donc, j'ai pris contact avec plusieurs éleveurs qui pratiquent différents pâturages. Donc, on va voir des témoignages sur le pâturage de camps militaires, de centrales photovoltaïques, de l'éco-pâturage, des intercultures, de la veine pâture et des colzas à raccourcir. Voilà, il y en a d'autres. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais ça permet de balayer un petit peu ces différentes pratiques et de voir les avantages et les inconvénients de chacune. Alors le premier, c'est le témoignage de l'exploitation de Frédéric et Virginie Loisé dans la Marne. Donc eux, en fait, ils pâturent avec leurs troupeaux ovins sur le camp militaire de Mourmelon. Ils ont accès à 300 hectares. Et quand je disais tout à l'heure que c'est des surfaces qui sont à faible potentiel, c'est-à-dire que les quelques fois où ils réalisent une fauche, on est de l'ordre d'1 tonne de matière sèche à l'hectare. Donc voilà, ce qui est très très faible par rapport aux moyennes qu'on connaît, nous, sur un département comme les Ardennes. Et ça permet en fait donc, de mettre au pâturage 500 brebis toute l'année. Donc elles sont toute l'année en fait sur les camps militaires. Et ils ont la chance d'avoir les bâtiments militaires qui ne sont pas utilisés à des fins militaires, qui sont mis à disposition. Donc ça leur permet aussi de réaliser leurs agnélages en fait directement sur place. Donc ils n'ont pas à déplacer tout le temps les animaux. Ils ont un chargement instantané d'environ 2 à 2,5 brebis par hectare, hein, alors qu'on pourrait être à 15-20 brebis à l'hectare, par exemple, au printemps. Là, on est sur un chargement qui est très faible, du fait du potentiel fourrager des surfaces. Alors, ils pratiquent la même exploitation. Ils pratiquent aussi le pâturage sur une centrale de photovoltaïque qui est à Bethnyville, donc qui fait 13 hectares. Alors, pareil, à faible potentiel fourrager. Et ça leur permet d'alimenter une 30 à 40 agnelles pendant 8 mois. Au niveau du chargement instantané, on est à peu près du même ordre, 2,5 à 3 agnelles par hectare. Et là, pour cet entretien-là, en fait, ils font une prestation d'éco-pâturage à la société qui détient la centrale de photovoltaïque. Et pour le coup, voilà, c'est encore des animaux qui ne sont pas en production, c'est des agnelles qui sont en croissance. La même exploitation, ils font beaucoup de pâturage extérieur. Ils font également du pâturage, de l'éco-pâturage en plus, mais vraiment en proximité des villes. Alors, c'est des tout petits sites. Hein. Pour l'exploitation, on l'a concerné, il y a 9 sites qui sont entre 0,5 et 1 hectare de surface, qui sont parfois très éloignés de l'exploitation. En fait, hein, ils expliquent que eux, ils font le site de l'exploitation, Épernay, Châlons, enfin voilà, ils passent quand ils font leur tournée des sites, ils font la journée, ils sont occupés la journée à ça, c'est vrai que c'est très excentré, quoi. Et ils réalisent un pâturage pendant 8 mois sur ces surfaces-là, avec un potentiel agronomique qui est très variable, hein. Un chargement instantané qui va aller de 3 à 10 brebis par hectare en fonction des quantités d'herbes qui sont disponibles sur ces surfaces-là. Et pour vous donner un ordre d'idée du tarif de prestation d'éco-pâturage, ça va aller de 500 à 3 000 € l'hectare. Alors en fait, là-dedans est inclus le fait que ce soit l'éleveur qui emmène les animaux, la surveillance, éventuellement de la pose de clôture si ce n'est pas clôturé,
éventuellement qu'il y ait un abreuvement qui soit mis en place. Alors, des fois, il peut y avoir ces accords-là, l'entreprise concernée peut financer une partie par exemple, des clôtures, ou alors l'entreprise s'engage à fournir l'eau pour le troupeau. Du coup, c'est pour ça que ça varie autant en termes de montant à l'hectare. Et ça dépend aussi des résultats qui sont attendus derrière. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise veut que la parcelle soit un terrain de golf nettoyé parfaitement? Est-ce qu'il faudra repasser un petit peu de broyage derrière, qui peut parfois nécessiter s'il y a un petit peu de refus? Donc voilà, tout ça ne va pas avoir, ne va pas avoir le même coût quoi, pour l'éleveur. Alors, les avantages et les inconvénients de ces 3 pratiques-là sur cette exploitation-là. Alors, bien sûr, du côté de l'éleveur, il y a le fait de pouvoir nourrir ses brebis à bas coût. Parce que tant qu'ils sont sur des surfaces comme ça pâturées, ils n'ont pas besoin de les nourrir en bergerie. Donc, c'est autant d'économies en concentré et en fourrage. Ça peut s'inscrire dans une dynamique territoriale, puisque c'est de développer voilà, des partenariats avec des entreprises locales, alors que ce soit des entreprises qui vont venir faire pâturer leurs abords, ou que ce soit sur un champ de photovoltaïque. Ça permet voilà, de créer du lien entre l'agriculture et la vie citadine. Ça limite les frais de mécanisation, ça c'est clair que c'est le premier objectif, parce que clairement sur ces surfaces-là, s'il n'y avait pas les moutons, ben, ça serait de faire appel à une entreprise d'entretien pour faire un broyage, pour faire une tonte, une à plusieurs fois dans l'année. Donc ça permet vraiment d'économiser sur la mécanisation. Alors les grands îlots disponibles, ça vaut pour les surfaces qui sont sur les camps militaires, parce que les surfaces sur camps militaires, en fait, ils peuvent avoir ils ont un îlot de 70 hectares et un autre de 150 hectares, par exemple. Donc, en fait, ça facilite quand même beaucoup le déplacement des animaux, contrairement aux autres petites surfaces qu'on a vues sur les copâturages, où là, c'est 0,5 1 hectare, on ne met pas beaucoup d'animaux là-dessus. Donc, ça nécessite de souvent les changer et du coup, du temps de surveillance qui est important. Ça permet d'améliorer la qualité de la prairie, notamment sur des camps militaires, par exemple, qui n'ont jamais eu de pâturage jusque-là. Alors là, ça fait que quelques années qu'ils pâturent sur le camp de Mourmelon. Et ils voient déjà une amélioration au niveau de la qualité de la prairie, c'est-à-dire sur les espèces qui sont présentes au niveau du couvert. Ça permet aussi de pérenniser l'exploitation agricole, puisque aujourd'hui, en fait, c'est une exploitation qui a 700 brebis. Et il y a quelques années en arrière, avant qu'ils ne développent tous ces partenariats-là, en fait, ils étaient à 250 brebis. Pour quelqu'un qui était tout seul, aujourd'hui, ils sont 2. Alors, ils ont développé d'autres activités sur l'exploitation, notamment la vente directe, la valorisation de la laine. Mais c'est vraiment des surfaces qui ont permis d'augmenter le troupeau. Sachant que c'est aussi des contrats qui sont souvent, là pour le camp militaire, pour le coup, c'est des contrats qui sont signés sur 3 ans. Donc, c'est pas sur du long terme, c'est pas complètement précaire non plus. Mais ça permet d'avoir une certitude au moins sur 3 ans de la disponibilité de ces surfaces-là. Les inconvénients, alors ce serait un petit peu les mêmes pour les autres éleveurs qu'on verra ensuite. Je l'ai dit, c'est l'éloignement des sites pour les sites d'éco-pâturage. Hein. Là où ils vont passer une matinée, une journée complète à faire le tour de différents sites. Forcément, ça a un coût au niveau des kilomètres et du temps passé. La pose de clôture et la dépose. La surveillance, surtout quand on est sur des sites éloignés comme ça, où il y a des animaux qui sont un peu partout, ça nécessite une surveillance qui est importante. Donc, au moins une fois par semaine, ils vont faire le tour de leurs animaux. Après, ils peuvent très bien aussi envisager d'avoir une personne sur place qui puisse surveiller un minimum les animaux et les appeler si jamais il y a un problème. Alors, c'est un petit peu le cas des surfaces qui sont en éco-pâturage. Il y a toujours quelqu'un pour les prévenir si jamais ils voient qu'il y a un souci sur un animal. L'abreuvement, alors si on prend l'exemple des camps militaires, il n'y a pas l'eau en fait. Donc, il n'y a pas l'eau et pas l'électricité non plus dans les bâtiments. Donc, c'est une sacrée contrainte. Surtout comme ils font les agnélages dedans.
Donc, en fait, ils amènent l'eau. Voilà, donc c'est une contrainte là pour ce système-là. Et puis, donc, je l'ai dit aussi, les faibles potentiels agronomiques et le déplacement des animaux. Alors ensuite, on a une autre exploitation avec un autre témoignage. Donc dans les Ardennes, le RL2 Missy, où ils pratiquent depuis quand même plusieurs années aussi le pâturage d'interculture. Alors les mélanges qu'ils utilisent, c'est un mélange à base d'avoine, poivès, radis et facélie. Alors il n'y a pas tout ça à chaque fois, mais c'est des mélanges qui tournent autour de l'avoine, poivès, auxquels on rajoute des fois du radis, des fois de la facélie. Alors, sur une exploitation comme celle-ci, j'ai pris les données du pâturage 2018, parce qu'on le sait que 2019 et 2020 ont été un petit peu plus compliqués au niveau du pâturage d'interculture. Il y en a eu quand même, mais sur des périodes un petit peu plus courtes, et avec du coup des lots de pâturage qui sont moins importants. Pour cette exploitation-là, donc ça représente à peu près 40 hectares chaque année qui sont pâturés par les brebis, donc au début de l'automne, on va dire. Des lots de 50 à 150 brebis au pâturage, avec un changement instantané donc qui est assez élevé pour le coup, 10 à 20 brebis par hectare, pour une durée de pâturage sur la parcelle d'environ 1 mois. Et donc sont mises au pâturage des brebis gestantes ou des brebis qui sont taries. Alors là, c'est un exemple de la conduite des intercultures, donc avec le nom de la parcelle, les précédents et les suivants, le travail du sol qui a été réalisé au moment du semis du couvert, le type de couvert, donc je vous ai dit plutôt des mélanges avoine-pois, avoine-poivès, et des durées de pâturage donc, qui sont autour de 1 mois. Par exemple, si on prend le premier, du 27 septembre au 23 octobre, il y a 150 brebis qui ont pâturé sur les 6 hectares 35 de cette surface-là. Donc pendant tout ce temps, ça évitait à l'éleveur d'avoir à nourrir ces brebis-là en bâtiment. Alors je pense que du coup, vous pourrez retrouver dans le replay si vous voulez lire un peu plus dans le détail là, ce tableau-là, mais je vais passer. Alors l'avantage de cette pratique-là, du pâturage des intercultures, déjà, c'est de bénéficier On a une obligation réglementaire, quand on est en zone vulnérable, à implanter un couvert entre deux intercultures longues. Donc ça permet aussi de répondre à cette réglementation-là, quitte à implanter un couvert, autant qu'il puisse être valorisé par les brebis. Alors c'est sûr qu'on n'est pas, du coup, on est sur des couverts qui sont un petit peu différents que si on n'était pas dans un objectif de pâturage des brebis derrière. Ce qu'ils ont mis en place sur l'exploitation, là, c'est notamment une partie de semences fermières pour baisser le coût d'implantation des intercultures. Donc, comme pour l'autre exploitation qu'on a vue en premier, ça permet de nourrir les brebis à bas coût. Ça permet une destruction mécanique du couvert, plutôt que d'avoir à intervenir par la suite sur la culture. La durée du pâturage, elle peut être assez grande, puisque ça peut être de octobre à février, en fonction des espèces qui seront implantées. Ça permet un apport de matière organique sur les parcelles. C'est des parcelles qui ont le couvert des intercultures qui a une haute valeur alimentaire. Il me semble que j'ai mis un exemple voilà, juste après. Si on prend de l'herbe d'automne, en UF, on est à 0,94 et en PDIN 101 et 96 en PDIE. Si on prend la première colonne qui est un couvert végétal type avoine-pois, on est sur les mêmes valeurs alimentaires qu'une herbe d'automne. Et si on compare avec un foin qu'on donnerait à la même période, on est sur des valeurs alimentaires qui sont bien plus intéressantes. Donc en fait, c'est vraiment un fourrage d'excellente qualité pour des brebis. Et ça peut être pour des brebis qui sont plutôt gestantes ou taries, du fait que c'est un petit peu compliqué d'avoir des agneaux et des brebis en pâturage sur des surfaces comme ça. Mais on pourrait aussi envisager de finir des agneaux à l'engraissement sur des surfaces d'interculture. Si je reviens aux avantages et inconvénients là, sur cette pratique-là, il n'y a pas de contrainte d'abreuvement pour le coup parce que, comme je le disais, l'humidité qui est présente à cette période-là de l'année suffit à abreuver les animaux, donc il n'y a pas à amener de l'eau en supplément. Bien sûr, il y a un critère de réussite qui est les conditions climatiques au semis, qui ont été un petit peu compliquées ces 2 dernières années, qui vont vraiment déterminer le couvert par la suite. Donc là, c'est vrai que c'est une pratique intéressante. Après, il ne faut pas trop investir
sur les semences qui sont mises en place sur ces couverts-là, parce qu'il y a une grosse incertitude derrière sur est-ce que le couvert va lever suffisamment, est-ce qu'il y aura une densité assez importante pour pouvoir mettre des animaux dedans. Le déplacement des animaux, forcément, ça demande aussi de changer de parcelle quand on arrive au bout, si on est à un mois de pâturage sur une parcelle, puis un mois sur une autre, puis un mois sur une autre. Donc la pose et la dépose de clôture, pareil. Et je le disais, donc limiter le coût d'implantation des semences. Et un petit point aussi sur l'amélioration de la structure du sol, en fait, ce qui est observé, c'est que quand on fait du pâturage sur des surfaces d'interculture comme ça, en fait, le piétinement fait par les animaux permet aussi de détruire les galeries des ravageurs. Et on observe du coup une amélioration de la structure du sol de ce point de vue-là, puisque les animaux piétinent le sol et du coup, ça permet d'écraser les galeries, ce qui est plus difficile à faire avec des bovins, c'est parce que c'est souvent la portance qui va poser problème, quoi. Alors, un autre témoignage dans les Vosges, au lycée agricole de Mirecourt, où eux, en fait, donc, vont aller pâturer des surfaces qui sont chez des voisins, qui eux, n'ont que des bovins, donc qui ont des surfaces disponibles à l'automne et à l'hiver qu'ils ne valorisent pas avec leurs bovins, comme ils sont rentrés en bâtiment. Alors, sur une exploitation comme le lycée agricole de Mirecourt, en fait, ils pâturent donc 150 hectares à l'automne-hiver, avec environ 10 propriétaires, et des îlots qui vont aller de 3 à 15 hectares. Et ça permet donc de nourrir les brebis de novembre à mars. Sachant que du coup, chez eux, il n'y a pas de... quand les brebis sont en pâturage à l'hiver, comme ça, toutes les brebis sont en pâturage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de brebis à s'occuper qui restent à la bergerie. Donc tous les animaux sont dehors. Le chargement instantané, c'est typique ce qu'on va conseiller en chargement hivernal, c'est entre 2 et 4 brebis. Donc, eux, ils sont entre 1 et 3 brebis par hectare pour une durée de pâturage qui va vraiment varier en fonction de la taille de la parcelle. Et ils vont mettre donc, les brebis gestantes qui sont rentrées pour la tonte en mars, pour un agnelage mars-avril. Il n'y a pas de contrats qui sont écrits avec les propriétaires, c'est un contrat oral qui est défini à l'avance. La contribution souvent qui est pratiquée, c'est soit de l'échange de travail, soit le lycée agricole de Mirecourt va donner un demi-agneau, un quart d'agneau, un agneau aux propriétaires pour les dédommager, pour payer, on va dire, la pension hivernale. Si on parle donc des avantages, des inconvénients, c'est qu'il n'y a pas de fourrage pour l'hivernage, puisque là, pour le coup, toutes les brebis sont en pâturage tout l'hiver. Ça permet de nettoyer les parcelles. Donc, au printemps, ça permet d'encourager des repousses qui sont de qualité, d'améliorer la qualité de la prairie aussi, parce que ça peut être des parcelles qui sont peut-être que fauchées le reste de l'année. Là, ça permet d'apporter du pâturage et encore une fois de retravailler sur les espèces qui sont en place. Ça permet l'apport de matière organique. C'est une dynamique aussi à engager avec les voisins, d'avoir toujours un partenariat gagnant-gagnant. Mais du coup, c'est très avantageux pour les deux. Ils ont réussi à trouver leur compte comme ça. Et en fait, tous les ans, ils ont des nouveaux voisins qui viennent leur demander s'ils peuvent pâturer chez eux. Mais après, voilà, c'est des relations qui sont humaines et qui s'entretiennent aussi. Le bien-être des animaux, alors ça, c'est quelque chose qu'ils ont observé, en fait, puisque c'est sur des brebis gestantes et que le pâturage peut aller jusque fin février, sur des brebis qui vont rester actives et où l'agnelage, du coup, va se passer peut-être un peu plus facilement du fait que les animaux continuent à marcher et ne sont pas plus inactifs qu'ils le seraient, du coup, dans un bâtiment. Ça permet donc d'avoir un coût raisonnable, puisque voilà, de l'échange de caissettes d'agneaux, ça coûte quand même pas très cher, plutôt que si on devait calculer une pension vraiment au coût journalier. Un inconvénient quand même qui est très important sur cette exploitation-là, c'est la pose et la dépose de clôture, parce qu'en fait, sur toute cette période-là, ils passent plusieurs heures par jour à changer les animaux de parcelle, à reclôturer, à enlever les clôtures sur celles où les animaux sont sortis. Mais comme je le disais, après, ils n'ont pas d'autre travail au niveau de l'élevage, je veux dire, par ailleurs, puisque tous les animaux sont dehors, donc il n'y a pas d'autres animaux à s'occuper sur l'exploitation. Donc, c'est en fait un temps de travail qui est différent. Avant, c'était du temps passé en bergerie pour l'alimentation et le paillage.
Là, ça va être du temps passé pour les clôtures. Donc, c'est une modification de l'organisation du travail, les problématiques de surveillance et le respect de la date de sortie pour avoir un contrat gagnant-gagnant. C'est vraiment important de respecter la date de sortie qui est donnée par l'éleveur qui accueille. C'est-à-dire que s'il veut que les brebis sortent au 15 février, c'est vraiment important de sortir les brebis au 15 février. Et une deuxième pratique, et c'est la dernière qu'on a dans les témoignages, non, l'avant-dernière, c'est toujours au lycée agricole de Mirecourt, c'est l'engraissement des agneaux sur colza. Donc là, ça représente 150 agneaux qui vont être finis sur 15 hectares, ou 200 agnelles, parce qu'ils sont 2 parcelles en fait, 200 agnelles de boucherie ou de renouvellement sur 21 hectares. Un pâturage qui va durer environ 2 mois. Donc sur du colza qui, à l'entrée, au moment de l'entrée des animaux, est un petit peu en dessous du genou, et au moment de la sortie est plutôt à hauteur de cheville, une fois que les animaux sont passés. Et l'avantage, c'est que de faire pâturer ces surfaces-là de colza par des agneaux, c'est qu'ils ne vont pas avoir tendance à s'attaquer directement au cœur du colza comme pourraient le faire des brebis. Là, ils vont manger vraiment feuille par feuille, et du coup, ce sera plus facile à gérer au moment de la sortie. Alors là, c'est une petite photo du colza, donc après 1 mois de passage des animaux, par rapport à quand les animaux ont été juste sortis de la pâture. Donc on voit à gauche en fait la reprise du colza après la sortie des animaux. Donc là, c'est une pratique qui est utilisée plutôt que de passer un régulateur en fait. C'est les animaux qui sont mis sur le colza. Donc l'avantage, c'est le coût de finition des agneaux, plutôt que de les nourrir avec des concentrés en bâtiment. Ils vont être nourris avec ce couvert-là. Ça évite le raccourcisseur chimique qui pourrait être utilisé en temps normal. C'est encore une fois un couvert qui est d'une haute valeur alimentaire hein, pour des agneaux à l'engraissement. Ça va être équilibré d'une part. Il n'y a pas besoin d'apporter d'autres concentrés que ce couvert-là. Ça permet de limiter aussi les maladies de bergerie, puisque qui dit bergerie dit aussi une concentration des animaux qui peut être relativement importante et qui peut faire des maladies type des maladies respiratoires ou des problèmes digestifs. Donc là, on limite vraiment cet impact-là. Les points de vigilance, c'est de veiller à la transition alimentaire. Hein. On est quand même sur des agneaux qui sont relativement fragiles au niveau du système digestif. Après, pour les brebis, c'est aussi quand même encouragé de faire une transition alimentaire, mais d'autant plus pour des agneaux. L'idéal, c'est de les sortir sur plusieurs jours ou d'avoir une parcelle en herbe à côté pour pouvoir faire tampon les premières journées aussi. L'inconvénient, ça va être les zones de couchage parce que c'est pas forcément très confortable pour eux de se coucher sur un couvert comme ça. Et le respect de la sortie, bien sûr, pour pas pénaliser la culture derrière, c'est vraiment important de sortir au bon moment, que les animaux n'aient pas trop attaqué non plus les colzas. Donc ça, après, voilà, c'est de la surveillance qui est mise en place pour valider ça au mieux. Et les derniers témoignages, et je me dépêche un petit peu parce qu'on est un peu en train de dépasser le temps, c'est le pâturage de betteraves sucrières avant arrachage. Donc ça, c'est Jean-Roch Lemoine qui est dans le département de l'Aube. C'est une pratique qui fait depuis 2 ans. Alors, ce sera intéressant de voir avec un petit peu plus d'années de recul les résultats. Ce qu'il pratique chez lui, donc, c'est 12 hectares, par exemple, pour la dernière campagne. Donc, 12 hectares, 350 brebis pendant 10 jours. Avec une quantité sur pied qui va être estimée donc, à 45 tonnes brutes par hectare et une MAT à 15%. Donc, il y a quand même beaucoup de quantités disponibles. Et donc, en fait, on voit voilà, les brebis sur les photos, on voit les brebis qui pâturent les betteraves. Donc, et après, à quoi ressemble le champ de betteraves une fois que le passage des brebis s'est fait. Donc, lui, dans ce système-là, ça permet d'éviter les feuillages des betteraves. C'est une économie alimentaire, même si on n'est que sur 10 jours, malgré tout, 350 brebis sur 10 jours à 25 centimes par jour de ration à peu près, ça commence à chiffrer quand même. Pour le coup, il y a 0 coût d'implantation, puisque c'est une culture qui est mise en place et il n'y a pas de coût supplémentaire du fait que ce soit les animaux qui pâturent, hormis la pause, le temps de pause de clôture. Il n'y a pas de contrainte d'abreuvement non plus, puisque là, c'est pareil, on a
On a un couvert qui est quand même riche en eau, donc il n'y a pas besoin d'apporter de l'abreuvement supplémentaire. Et là aussi, on retrouve les mêmes problématiques qu'il peut y avoir, c'est les zones de couchage. Donc là, c'est encore moins confortable pour les animaux que de se coucher sur des betteraves. Et le respect de la date de sortie aussi, qui est un petit peu moins quand même engageante, qui est un peu moins problématique pardon, que sur du colza, mais qui est quand même importante. Et l'éco-pâturage. Donc l'éco-pâturage, c'est voilà, donc, une pratique un petit peu différente, mais qui peut se pratiquer aussi pour les exploitations agricoles. Hein. L'éco-pâturage, c'est un mode d'entretien écologique des espaces naturels, alors qui va plutôt utiliser des races rustiques ou des races locales, et sur des surfaces qui sont plutôt en milieu urbain, des terrains d'entreprise, des sites historiques, des réserves naturelles, des choses comme ça. Dans ce cas de prestation d'éco-pâturage, l'éleveur gère toute la logistique, donc le transport, le suivi sanitaire, l'alimentation, l'abreuvement, mais aussi l'accueil des animaux hors période, c'est-à-dire quand ils ne sont pas sur des surfaces d'éco-pâturage, il faut quand même qu'ils soient ailleurs. Donc c'est à l'éleveur de gérer ça. Et la surveillance, bien sûr, qui est en fait le poste qui prend le plus de temps sur une prestation comme ça. Les modalités de clôture et d'abreuvement sont convenues avec le client en amont et il y a un contrat qui est défini à l'avance. Et un entretien de finition qui peut être parfois nécessaire. Donc, par exemple, si les animaux sortent de la parcelle et que la parcelle n'est pas nickel et qu'il y a encore un petit peu de travail de broyage, ça va être une prestation supplémentaire qui peut être soit faite par l'entreprise, soit faite par celui qui fait la prestation d'éco-pâturage et du coup qui l'inclut dans son prix. Et donc, on est de l'ordre de 1 500 à 3 500 € l'hectare, sachant que même à ces prix-là, en fait, on est quand même en dessous de ce que coûte une intervention par une entreprise d'entretien paysager, notamment quand il y a plusieurs interventions à l'année. Donc, c'est vrai que pour des prestations type d'éco-pâturage, c'est assez facile d'aller le vendre aux entreprises ou aux surfaces communales, aux intercommunalités, parce qu'en fait, ça reste de toute façon toujours moins cher qu'une intervention humaine avec mécanisation plusieurs fois par an. Les avantages, c'est l'attrait paysager et touristique, hein, notamment quand on utilise des races locales, ça permet de les mettre en valeur. Ça permet d'entretenir, par exemple, des sites historiques qui seraient difficilement entretenus autrement ou qui demanderaient beaucoup de temps d'entretien avec une intervention humaine. Donc, des pâturages de terrains accidentés qui sont pas forcément évidents à entretenir d'une autre façon. Ça permet de limiter les interventions mécaniques, de renforcer le lien homme-animal, parce que c'est vrai que sur l'éco-pâturage, ça rapproche aussi les citadins, on va dire, parce que c'est plutôt sur un milieu urbain, avec les animaux, et ça, c'est quand même quelque chose qui est très apprécié du grand public. Donc, c'est un côté pédagogie aussi, de communiquer sur refaire pâturer des animaux sur des surfaces comme celle-ci. Les points de vigilance, ça va être aussi les attentes du grand public, parce que là, pour le coup, quand on a des animaux dehors, alors qu'il y a de la pluie, qu'il fait froid, c'est quelque chose qui peut être assez difficile à intégrer pour le grand public. Donc là, je pense qu'il y a aussi un gros travail de communication à faire pour celui qui amène les animaux. Il y a certainement aussi la mise en place d'abris pour, même si les animaux n'y vont pas, finalement, pour assurer qu'il y ait quand même quelque chose pour assurer leur bien-être. C'est des parcelles qui sont de toute petite taille, donc ça demande de changer beaucoup de fois dans la saison les animaux de parcelles et d'adapter toujours le nombre d'animaux à la pousse de l'herbe. Et les techniques, les points de vigilance, l'abreuvement, la surveillance qui revient un peu par rapport aux autres. Les équipements, donc j'ai parlé au tout début du speeder pack. En fait, on le voit là sur la personne qui est sur le quad. En fait, ça permet une pose très très rapide des clôtures, puisqu'il y a les fils qui déroulent à l'arrière. Il a juste à planter les piquets. Quand il plante le piquet, il y a un petit crochet, en fait, il vient prendre le fil électrique. Il plante le piquet et les fils sont déjà passés dans le piquet. Donc, en fait, il avance avec le quad, il plante les piquets et au fur et à mesure, la clôture se met en place comme ça. On a le fil électrique qu'on voit à droite qui est très utilisé. En bas, on a le chien de troupeau qui permet de faciliter quand même les déplacements des animaux d'une parcelle à l'autre. Et puis, on a aussi les moutonnières qui peuvent être utilisées pour déplacer les animaux.
Alors, il y a un petit point de vigilance, c'est sur la réglementation PAC, où je n'aurai pas de réponse très très claire à vous apporter là-dessus. Mais c'est vrai que quand on est éleveur et qu'on demande la prime ovine, on s'engage à ce que les animaux soient présents sur l'exploitation du 1er février au 11 mai. Donc, si jamais les animaux, vos animaux, si vous êtes éleveur, sont amenés à pâturer sur des surfaces qui sont à l'extérieur pendant cette période-là, soit c'est sur des surfaces qui sont sur l'exploitation, donc là, il n'y a pas de souci. Si c'est des animaux qui sont sur des surfaces extérieures, par exemple chez votre voisin, mais que ce sont quand même des surfaces qui sont déclarées, alors pas à votre PAC, mais à sa PAC à lui, là, ça nécessite de faire un bordereau localisation pour dire, ben voilà, mes animaux sont sur cette parcelle-là. Par contre, si les animaux sont présents sur des surfaces extérieures, mais qui ne sont pas déclarées à la PAC, c'est là où on n'a pas forcément de réponse très claire à apporter aux éleveurs aujourd'hui, de savoir comment ça se passe réglementairement, s'il y a un contrôle pendant cette période-là et que les animaux ne sont pas en fait localisables. Voilà, donc c'est quand même un petit point de vigilance à avoir. Après, le reste de la période de l'année, donc en dehors du 1er février au 11 mai, on est beaucoup plus souple sur les règles de pâturage extérieur. Alors, les impacts environnementaux de la pratique du pâturage écologique par les ovins, que ce soit agro-pâturage ou éco-pâturage, ça permet de limiter le développement des friches par le pâturage des surfaces qui sont parfois difficiles, parfois difficiles à accéder, difficiles à entretenir, qui coûtent cher à entretenir aussi. Ça permet de limiter le recours à la mécanisation, donc avec toute l'utilisation de l'essence notamment qu'il peut y avoir derrière. Ça limite le recours à des produits phytosanitaires parce qu'on quand on est sur un objectif de raccourcissement, par exemple des colzas, ça permet d'éviter derrière de faire un traitement phyto pour raccourcir les colzas. Donc ça peut aussi avoir un impact sur l'utilisation des produits phyto. Ça améliore la structure du sol du fait du piétinement des animaux. C'est ce que je disais, ça va écrouler les galeries des rongeurs, ça va permettre de mieux faire taler certaines cultures, d'apporter un couvert de meilleure qualité sur les prairies. Ça fertilise et ça apporte de la matière organique directe sans qu'on ait à utiliser un épandeur à fumier. Ça améliore la qualité de la prairie et la qualité des repousses aussi au printemps. Ça préserve la biodiversité par l'entretien de surface qui ne dégrade pas les habitats des autres espèces qui vivent sur place, que ce soit toute la petite faune sauvage qui peut vivre sur une prairie ou sur d'autres surfaces. Le pâturage par les moutons ne dégrade pas les habitats de ces hôtes-là. Et bien sûr, le gros avantage pour les éleveurs, c'est les économies de fourrage et en concentré. Ça permet parfois d'avoir des aliments qui sont à haute valeur alimentaire et d'avoir un lien social qui se maintienne avec le voisinage et d'avoir des animaux qui soient bien et qui soient maintenus en bon état et dans de bonnes conditions. Donc, que ce soit l'agro-pâturage ou l'éco-pâturage, c'est des pratiques qui tendent à se développer parce qu'on a un contexte climatique qui est un petit peu difficile et que ça oblige les éleveurs à s'adapter, à aller chercher d'autres ressources, alors qui sont parfois extérieures à leur exploitation, mais qui sont peut-être aussi sous-valorisées. Donc, c'est vraiment l'avantage du mouton de pouvoir aller valoriser ces surfaces-là à l'extérieur de l'exploitation. Et j'ai fini et je suis très en retard et je m'excuse. Et du coup, on va laisser le temps pour les questions. Merci Aline. Donc, je vous remercie déjà pour votre attention. En conclusion, je voudrais ajouter qu'en plus de tous les aspects environnementaux, économiques et techniques apportés par ma collègue, il faut savoir que lors de l'évaluation et du diagnostic environnemental d'une exploitation possédant des ruminants, l'agro-pâturage ou l'éco-pâturage vont d'un côté diminuer votre nombre d'UGB moyen présent sur l'année et ainsi vont vous permettre de limiter vos méthanes quand vous avez un contrat de mise en pension, ou bien on rentre les terres, les parcelles que vous avez en agro-pâturage comme étant une parcelle que vous entretenez, et dans ces cas-là, ça augmente votre stockage carbone et votre biodiversité. Donc, il y a plusieurs aspects intéressants à cette pratique.
Et on voit encore par cet exemple-là la combinaison d'une amélioration technico-économique qui peut s'accompagner d'une amélioration environnementale. On te remercie Aline, bonne fin de journée.